C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Dans le Kasaï central, l'Assemblée provinciale se livre dans un spectacle indigne entre deux groupes de députés provinciaux. On assiste à un jeu de deux camps dont l'un est composé de 16 députés provinciaux de l'UDPS et alliés et l'autre de 18 députés provinciaux qui refusent de se soumettre au diktat du parti présidentiel. Dans ces contextes de tension, le patron de la territoriale a décidé de convoquer à Kinshasa à la fois le bureau d'âge et celui définitif récemment déchu pour une consultation urgente. Pris dans les turbulences judiciaires, le patron de la justice congolaise, Maître Constant Mutamba, s'est vu cloué au sol par une interdiction formelle de quitter la ville de Kinshasa. Pour une fois, l'Assemblée nationale s'est comportée en véritable chambre basse du Parlement. Elle s'est distinguée par rapport à son rôle. Voilà la réaction de Maître Iliwenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, que vous suivrez dans ce journal. Tels sont les principaux titres. Mesdames et messieurs, voici votre journal. Et débutons par l'Assemblée nationale où c'est un pari gagné pour Isaac Jean-Claude Tshilumba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a clôturé avec succès sa mission de plaidoyer au Luxembourg, centrée sur la situation sécuritaire et économique préoccupante de la République démocratique du Congo. Reportage. La coopération parlementaire entre la RDC et le Grand-Duché de Luxembourg se renforce. C'est dans un esprit d'ouverture, de dialogue direct et de partenariat stratégique que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilumba, a bouclé une mission parlementaire de la RDC à la tête d'une délégation composée de députés nationaux. Les élus nationaux ont mené des échanges avec les représentants des hauts niveaux des institutions politiques, diplomatiques et économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Une mission placé sous le signe d'une coopération renouvelée et d'une quête commune de stabilité, de vérité historique et d'opportunités économiques mutuellement bénéfiques pour un dialogue politique approfondi et engagé. La mission a commencé par un échange avec l'honorable Gousti Grace, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement luxembourgeois, sur les défis géopolitiques de la région des Grands Lacs, mais aussi la place croissante du Congo dans la dynamique africaine et internationale. Sous la conduite du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, la délégation congolaise a été reçue successivement par Arnaud Delestienne, directeur de marché de capitaux internationaux du Luxembourg, Jeanne Crosser, ambassadrice non résidente auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les représentants du Parlement luxembourgeois, présidés par Claude Wissler, ont suivi le premier vice-président Isaac Tshilumba qui a dressé un tableau lucide de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, dénonçant la désinformation et les mensonges orchestrés par les Rwandais pour justifier ces ingérences armées. Des propos d'une franchise rare qui ont suscité une émotion palpable chez plusieurs députés luxembourgeois. Émus, certains n'ont pas caché leurs larmes en entendant les récits bouleversants des souffrances du peuple congolais. Dans une réponse empreinte de gravité et de solidarité, Claude Wissler rappelle l'importance d'avoir un lien direct avec la réalité du terrain pour comprendre au-delà des médias et de canaux diplomatiques officiels la vérité essentielle pour bâtir la paix, investir au Congo, un appel à la responsabilité. Et rendons-nous dans la province du Kasaï central où nous l'avions dit même au sommaire, la tension politique qui secoue l'Assemblée provinciale du Kasaï central depuis plusieurs semaines pourrait enfin amorcer un tournant vers l'apaisement en cause, une guerre de leadership entre deux camps de députés provinciaux, chacun revendiquant ici la légitimité de diriger l'organe délibérant entre pétitions, destitutions contestées, plénières parallèles et tensions physiques, les chaos menacés de paralyser durablement
dans cette institution clé de la gouvernance provinciale. C'est dans ces contextes de tension que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, décentralisation, Jacquemain Chabani a décidé d'intervenir. Dans un message officiel adressé au camp, il les a convoqués à Kinshasa à la fois le bureau d'âge et les bureaux définitifs et récemment déchus pour une consultation urgente. Le conflit dans cette institution s'est installé autour des pétitions initiées pour la déchéance de membres du bureau que certains élus accusaient de mauvaise gestion ainsi que de partialité. Après leur traitement en plénière, tous les membres du bureau ont été déclarés déchus. Mais loin d'un consensus, cette décision a ravivé deux clivages politiques et notre groupe de députés contestant la légitimité de la procédure a organisé une plénière parallèle hors du cadre officiel pour réexaminer ces pétitions de démission et rejet des pétitions ont été également enregistrées. Et de retour à Kinshasa, l'opposant Martin Fayulu Madidi a entamé une série de consultations avec toutes les couches de la population dans le but de dialoguer et d'identifier des solutions concrètes à la crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Interrogé à ces sujets, Prince Penge, président de l'ADD Congo et porte-parole de la MOUCA, estime que ces échanges s'inscrivent dans une dynamique de recherche de l'unité nationale. Julia Kamwanya et Jérôme Luzolo étaient là pour les comptes de Bossolo Télévision. Après sa récente rencontre avec le chef de l'État, l'opposant Martin Fayulu, président de l'ECD, a lancé une série de consultations avec diverses couches de la population. Objectif, dialoguer et identifier les solutions concrètes aux multiples crises sécuritaires, économiques et sociales qui minent la République démocratique du Congo. Selon Prince Penge, président de l'ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamouka, ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique de responsabilité politique et de recherche de l'unité nationale. Après sa rencontre avec M. Félix Tshilombo, il est en train de recevoir d'autres Congolais pour partager. Ce qu'il fait, c'est discuter, cogiter avec les Congolais de toutes les provinces pour voir dans quelle mesure on peut contribuer pour que la paix revienne. De la même manière que M. Félix Tshisekedi également de son côté voit des gens, de la même manière que M. Katumbi peut voir des gens. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de savoir pourquoi il y a des gens qui défilent à Faden House, voir Martin Fayulu. Le plus important, est-ce que ce qu'il fait est bon pour la nation? Et je peux vous rassurer que les rencontres qu'il a avec d'autres opposants, les rencontres qu'il a avec la société civile, sont des rencontres pour contribuer afin que la paix revienne, parce que nous voulons retrouver l'intégrité de notre pays. Concernant l'actualité liée à la suspension des deux secrétaires généraux de la fonction publique par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, Prince Penge a également livré la position de la MOUCA, soulignant la nécessité d'une gouvernance responsable, débarrassée de l'impunité administrative. Liao, Jean-Pierre, sachant qu'il va quitter le gouvernement bientôt, il veut placer à la tête des secrétaires généraux, des secrétariats généraux de l'administration publique, ses amis, ses camarades, pour se garantir de leur loyauté, même en dehors du gouvernement. Or, là, c'est un intérêt personnel qui est poursuivi. L'IAO doit nous dire quels sont les paramètres, les facteurs objectifs qui font qu'il puisse initier ce qu'il appelle, entre guillemets, réforme. Il n'y a pas de réforme. Réformer est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. Qu'est-ce qu'il veut changer pour améliorer quoi? Les initiatives du camp de la patrie des Martin Fayulu visent à favoriser la cohésion nationale et à renforcer l'intégrité territoriale dans un contexte politique marqué par des tensions, mais aussi par une volonté affichée de certains acteurs de relancer un dialogue républicain. Dans un environnement politique congolais souvent dominé par le clientélisme, les alliances et les circonstances, l'annonce de Jean-Marc Kabunda Kabunda sur la création d'une coalition politique et résolument ancrée à gauche pourrait bien marquer une rupture. À travers l'Alliance pour le changement, l'ancien cadre de l'UDPS vient réintroduire une grille de lecture idéologique cohérente dans un paysage où les repères doctrinaux sont largement brouillés. Reste à savoir si cette coalition attirera des formations sincèrement alignées sur le principe de la gauche ou si celle-ci cédera, elle aussi, à la tentation de compromission électoraliste. Élément de réponse dans cette réflexion de Guillaume Aziko.
En RDC, comme dans plusieurs pays africains, les coalitions politiques naissent souvent de stratégies électorales opportunistes plutôt que d'une réelle cohérence idéologique. Des alliances entre partis aux visions diamétralement opposées, gauche et droite confondues, finissent par diluer le principe de base, entraînant confusion et méfiance au sein de l'électorat. C'est dans ces contextes que Jean-Marc Abound, président de l'Alliance pour le changement, annonce la création d'une coalition explicitement tournée vers la gauche. Une initiative saluée par certains analystes comme une tentative salutaire de redonner un sens doctrinal à l'engagement politique en RDC. Mais l'opinion publique s'interroge. Cette coalition parviendra-t-elle à se structurer uniquement autour des idéaux gauches? Va-t-elle vraiment fédérer de partis partageant les valeurs de justice sociale, d'égalité, de solidarité, de redistribution et d'écologie politique? Ou va-t-elle, à l'instar d'autres expériences, sombrer dans un amalgame idéologique par pur calcul politique? Pour Jean-Marc Abound, les défis est double. Bâtir une force politique crédible et en même temps démontrer que le clivage gauche-droite peut exister et fonctionner dans un paysage politique dominé par le pragmatisme de survie. Réponse dans les jours à venir lors de la sortie officielle de cette coalition. Et dans un autre chapitre, contrairement aux allégations du président de la Chambre basse du Parlement tenues le week-end dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont démenti lundi dernier qu'un massacre de 318 civils ait lieu dans la nuit du 14 au 15 juin dans les territoires de Moba, dans la province du Tanganyika. Nous sommes au sud-est de la République démocratique du Congo, comme annoncé la veille par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Kaningini. Suivez donc le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction de Bossolo Télévision. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Rendons-nous dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Ituri, qui est sous état de siège depuis quelques années. Et pour ce faire, le commandant des opérations militaires et gouverneur de cette province, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, a renforcé la présence des militaires dans certains postes frontaliers. Le commandant secteur opérationnel Ituri a visité les postes frontaliers de Kezengi Base et Odumonu en territoire d'Aru. Question de galvaniser les troupes à résoudre le problème frontalier. Regardez.
Kengezi-Baz et Odumoni, respectivement à la frontière avec les Soudans du Sud et l'Ouganda, dernière étape de la mission d'évaluation de la situation sécuritaire du commandant secteur opérationnel Ituri dans les territoires d'Aro. Sur place, le général-major Bruno Mandefou résorbe certains problèmes frontaliers. Lors d'un échange à bâton rompu avec des agents de l'administration publique de ces deux pays voisins, les commandants secteur opérationnel Ituri sollicitent l'échange d'informations. Il faut échange d'informations. Ceux qui veulent que les pour changer dans votre pour que votre il faut relations à la macasse entre Soudan du Sud et la Sous l'état de siège, l'armée commandée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire, a renforcé davantage sa présence au niveau des points frontaliers, contrairement à l'époque d'avant son instauration. C'est le cas de Kengezi-Baz et Odumoni, où les commandants secteur opérationnel Ituri, accompagnés de son adjoint en charge des opérations et renseignements, général Boni Matiti, a donné des instructions claires aux troupes pour la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, combat acharné mené par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et le ministre de la Justice, Constant Mutamba Tunganga, fait face à une interdiction des sorties du territoire suite à l'autorisation de poursuites judiciaires initiées pour détournement des fonds publics votées par l'Assemblée nationale. Une mesure forte dans le cadre des luttes contre la corruption en République démocratique du Congo. Commentaire. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé-Mambou, a officiellement ordonné l'interdiction des sorties du territoire à l'encontre du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba Tunganga. Cette décision intervient à la suite de l'autorisation des poursuites judiciaires votées par l'Assemblée nationale lors de la plénière du 15 juin 2025. Dans une correspondance adressée au directeur général de la Direction générale des migrations, le magistrat suprême du parquet près la Cour des cassations précise que cette mesure repose sur la résolution numéro 004 adoptée par les députés nationaux, donnant suite à une demande d'élever des immunités parlementaires à des fins de poursuites pour détournement des deniers publics en vertu de l'article 145 du Code pénal congolais. Conformément à l'article 83 alinéa 3 de la loi organique numéro 13/010 relative à la Cour de cassation, les procureurs Vondé affirment avoir pris la décision d'interdire toute sortie du territoire à Constant Mutamba en limitant ses déplacements à la seule ville de Kinshasa. Une copie de cette décision a également été transmise à la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans un souci de coordination gouvernementale. Ces développements marquent une étape cruciale dans la lutte contre l'impunité et la corruption dans un contexte où les institutions judiciaires cherchent à renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo. Et au lendemain de la décision de l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites contre les gardes des Sceaux pour détournement présumé de fonds publics, cette décision est saluée par Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Pour lui, une fois l'Assemblée nationale s'est comportée en véritable Assemblée nationale, Maître Willy Wenga a été interrogé par nos confrères de la radio Okapi. Pour une fois, l'Assemblée nationale s'est comportée en véritable Assemblée nationale, c'est-à-dire au lieu de regarder les aspects politiques du dossier, a examiné d'abord l'intérêt de la procédure à ce qui concerne le dossier lui présenté par M. le procureur général pour la Cour de cassation. Cette fois-ci, l'Assemblée nationale s'est surpassée et il faut noter que c'est pour la première fois dans l'histoire de la RDC que ministre de la Justice en fonction soit non seulement inculpé, mais aussi soumis aujourd'hui à une poursuite devant le juge demain. Je note une avancée, ne fût-ce que par ces dossiers-là, que l'Assemblée nationale s'est distinguée par rapport à son rôle
parce que ce n'est pas pour rien que la Constitution et la loi relative à la possibilité de voir la Cour de cassation lui ont reconnu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, selon qu'il s'agit d'un député ou d'un sénateur, le pouvoir quand même d'autoriser l'instruction et à l'issue de celle-ci la poursuite. Donc, ma première impression, c'est une impression de satisfaction, pas parce qu'il s'agit de M. Moutamba, mais parce qu'il s'agit du droit, et qu'au moins, ça nous permet de vivre à une procédure qui a commencé et voir comment ça va se terminer, s'agissant d'un procureur général pour la Cour de cassation, qui est maintenant, aujourd'hui, appelé à clôturer son dossier en termes de dernier cette cause devant les juges, lequel juge n'est rien d'autre que la Cour de cassation. Malgré les efforts proclamés par les autorités provinciales pour réorganiser l'espace public, le boulevard Lumumba demeure le symbole d'un désordre persistant. Marché pirate, embouteillages, stationnement anarchique et piétons indisciplinés traduisent l'inefficacité de mesures mises en place. À Kinshasa, l'ordre étant promis s'est fait toujours entendre. Bénédicte Muzimba et Fiston Mohamed pour plus de détails. C'est l'un des axes le plus emblématiques de la capitale, mais aussi l'un des plus chaotiques. Le boulevard Lumumba, censé incarner les visages modernes de Kinshasa, reste plongé dans un désordre urbain flagrant malgré les annonces tonitruantes de l'hôtel de ville. Lancée en grande pompe, l'opération Balabala Eza Wenzete, la voie ne pas un marché, devait redonner souffle et fluidité à cette artère stratégique. Mais sur le terrain, le décor est tout autre. Vendeurs ambulants, toujours massés aux abords de sauts de moutons, marché pirate, reconstitué en un clin d'œil, motos et bus qui s'arrêtent n'importe où. Le désordre, lui, n'a pas pris de vacances. Pire encore, le piéton brave le règle élémentaire de sécurité, enjambant le séparateur au mépris de passerelles aménagées. Le conducteur, eux, doivent slalomer entre le badaud, les étals improvisés et le véhicule mal stationné. On nous promet l'ordre, mais chaque jour, c'est la jungle. Lâche le quinoa de cette contrée de la Tchangou. Bon, normalement, embouteillage est seulement la liberté. Les embouteillages sont principalement causés par le chauffeur. Leur façon de virer est souvent incompréhensible. Ensuite, ils stationnent sur la chaussée, ce qui engage encore la circulation. Par ailleurs, le roulage arrête des motards dans le cadre de tracasseries, ce qui contribue au désordre. En bas du saut de mouton, le problème est amplifié par des policiers et roulage qui ne contrôlent pas correctement le chauffeur lors de l'embarquement de passagers. Ils créent du désordre pour percevoir 500 francs et une fois l'argent encaissé, ils laissent les chauffeurs poursuivre leur route sans aucun contrôle. À Bitabé, il n'existe aucun parking. Les motards achètent chaque jour une quittance à 500 francs, censée servir à la création de parking pour eux. Mais personne ne sait où cet argent est utilisé. De l'aéroport jusqu'ici, il n'y a pas de parking approprié pour le chauffeur. Mon message aux autorités, créer de parking pour aider le chauffeur et ainsi fluidifier la circulation. Les Kinois attendent désormais des actes concrets. L'hôtel de ville est appelé à joindre la parole à l'action avec un suivi ferme de sanctions dissuasives et une vraie coordination de services urbains. En attendant, sur le boulevard Lumumba, c'est toujours l'anarchie qui a priorité. Outre la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Ituri, la province se développe petit à petit en prélude de l'asphaltage de 20 km dans la ville de Bunia, chef-lieu de cette province. L'entreprise Good News Africa a procédé à la levée topographique des axes ciblés par cette modernisation. Regardez.
Bounia se métamorphose davantage. 20 autres kilomètres de voirie urbaine, ces routes incessamment asphaltées par l'entreprise Good News Africa Sarli. Il s'agit des axes Hôpital Salama, Mitera Police des Frontières, jusqu'au quartier Gouvernorat de la centrale hydroélectrique de Boudana, jusqu'à Terre, près de la concession de l'université de Bounia, de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, pour ne citer que ces axes. L'étude topographique des axes ciblés a été faite sans aucun incident en date du 3 au 7 juin 2025. L'ingénieur Fortina Kitoko, expert à topo aménagement pour le code de Good News Africa, explique que cette étape cruciale consiste à prélever si les données de la route répondent aux normes recommandées. Nous voulons rendre la ville de Bounia très propre par l'asphaltage qui va faire une belle vie dans la ville de Bounia. Il y a l'objectif de récolter toutes les données. Ce sont les études, les données qui sont existantes sur la route, qu'on doit les placer dans l'échelle de plan. C'est à partir de là que nous allons connaître notre emprise. Si l'emprise est petite, là d'office, on va chercher notre route. Comme déjà on voit que la prise, c'est totalement 7 mètres, donc de la largeur de la route qu'on doit placer. Si on trouve c'est moins de 7 mètres, là on doit déclasser la route pour chercher notre axe. Christophe Tibamwenda Mandro, chef de l'avenue Ala de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, s'est dit satisfait du projet désenclavement de sa juridiction. Notre quartier pour bénéficier de cet asphaltage, pour nous vraiment c'est une très grande satisfaction parce que c'était un milieu au départ, c'était enclavé. À travers les travaux que vous allez faire, en tout cas, le quartier sera vraiment très développé. Disons merci beaucoup à l'autorité provinciale. Ces 20 km confiés à l'entreprise Good News Africa Sarli seront financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni à travers la taxe conventionnelle des opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers. En titre de rappel, c'est depuis le 23 mai 2025 que l'usine de la centrale d'Arobé de cette entreprise a été inaugurée avec celle de son partenaire Congo EV Logistique, qui pour sa part utilise l'usine de cocassage, toutes deux situées près des terrains en territoire d'Iroumi. Et en sport, à moins 2 mois de la CAN féminine, Maroc 2025, prévu du 5 au 26 juillet prochain, la République démocratique du Congo affite ses armes. Après un stage à Dar es Salaam, le sélectionneur Hervé Epi a retenu 30 joueuses pour les dernières phases de préparation. La capitaine Fideline Ngoyi gardera le cage aux côtés de Ruth Condé de Colombe FC et Diana Longo de FC Cannes. En défense, un savant mélange des joueuses locales du TP Mazembe et l'international France-Tanzanie a été sélectionné. Au milieu, Beni Koubiena de Shanghai mènera un groupe expérimenté et polyvalent avec 2 joueuses venues de Turquie, France, Pays-Bas et Arabie Saoudite. L'attaque, quant à elle, s'annonce redoutable avec de noms comme Kipoy de Al Nassr, Kanjinga de PGS et Kalabaka de Al Ali ou encore Kimwemwe de Cincinnati, placés dans les groupes A avec le Maroc, le Sénégal et la Zambie. Les léopards dames devront faire preuve de rigueur et de mental pour atteindre le quart de finale. Sous la présidence du Canada, le G7 s'est réuni ce lundi pour un sommet crucial rassemblant ici une quinzaine de dirigeants venus des 4 coins du globe. Le rendez-vous très attendu est intervenu dans un contexte mondial tendu, marqué par les conflits au Moyen-Orient, les tensions géopolitiques croissantes et les défis climatiques urgents. Images et commentaires, c'est avec toi, Edouard Chama. Réunis en sommet au Canada, les dirigeants du G7 ont exprimé lundi leur profonde inquiétude face à la spirale de violence entre l'Iran et Israël. Dans une déclaration commune, ils ont appelé à une désescalade immédiate tout en réaffirmant le droit d'Israël à se défendre. L'Iran demeure la principale source d'instabilité dans la région, peut-on lire dans le document qui insiste sur la nécessité de protéger les civils et d'éviter un embrassement généralisé du Moyen-Orient. Le G7 a également souligné que l'Iran ne devait jamais accéder à l'armée nucléaire, un point de vue, une friction majeure avec de puissances opposées à cette position comme la Russie et la Corée du Nord. Ces messages est intervenu peu avant le départ anticipé du président américain Donald Trump. Ces derniers, fidèles à son style, a publié un message alarmant sur Truth Social. Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement.
Une déclaration qui contraste avec l'effort diplomatique d'Israël mené en parallèle par Washington. Selon Axios, de pourparlers seraient en cours entre Steve Witkoff, émissaire américain pour le Moyen-Orient, et Abbas Araghchi, chef de la diplomatie iranienne, suggérant que la voie diplomatique n'est pas encore totalement écartée. Pendant ce temps, les combats continuent pour la 5e nuit consécutive. Missiles et drones s'échangent entre Téhéran et Tel Aviv, alimentant la peur d'un conflit régional de grande ampleur. Restons toujours au Moyen-Orient où Israël et Iran poursuivent leurs échanges de frappes aériennes. C'est mardi, au 4e jour d'une confrontation militaire sans précédent entre les deux puissances et rivales du Moyen-Orient. L'escalade a été déclenchée par une offensive israélienne ciblant plusieurs installations stratégiques iraniennes dans le but affiché de stopper tout programme nucléaire militaire de Téhéran. Les détails, c'est toujours avec toi, Edouard Chamba. Le conflit entre l'Iran et Israël franchit un nouveau seuil de violence. Tôt ce lundi matin, l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles sur plusieurs grandes villes israéliennes, provoquant au moins 8 morts et 92 blessés, selon le service de secours israélien. Une riposte directe aux frappes israéliennes répétées sur le territoire iranien, intensifiée ces 5 dernières nuits. Dans une vidéo publiée sur X, le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafoix, a confirmé les pertes humaines. L'ambassadeur d'Israël en France a par ailleurs révélé que le local de l'ambassade américaine à Tel Aviv avait été endommagé dans l'attaque. Le gardien de la Révolution a revendiqué le tir en affirmant avoir atteint leur objectif avec succès, promettant des actions encore plus dévastatrices si les hostilités se poursuivent. De son côté, Israël maintient ses offensives et affirme avoir ciblé de dizaines de sites stratégiques en Iran, notamment dans l'ouest du pays, à Téhéran et à Machhad. Le bilan est lourd. Depuis vendredi, les frappes israéliennes ont causé au moins 224 morts et plus d'1 millier de blessés du côté iranien. D'après le ministre de la Santé. Et en Israël, les attaques iraniennes auraient fait au moins 16 morts et 380 blessés. Alors que la tension est à son comble, les appels à une désescalade restent sans effet concret. La communauté internationale redoute un embrasement régional incontrôlable. Voilà qui met fin à cette session d'information sur Bossolo Télévision. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la première chaîne au cœur d'investigation République démocratique du Congo. Au revoir.